Voici quelques indices de la finitude. D'abord, d'où viennent ces principes? On commence par la fin, par l'éternel retour. Mais au début, je ne dirais pas qu'il y avait au départ le principe de la non-contradiction, parce que ce n'est qu'un résultat. Je vais m'expliquer. Abi metrobüse çıkıyor mu burası? Hayır, tam tersi yolda. Metrobüs tam burada, parmağın gösterdiğim yerde. Oradan çıkış var mı? Oradan küçük bir koridor açtılar. Dümdüz giderseniz metal şeylerin arasından... Şuradan geçebilir miyiz? Şu köprü var ya, köprünün altından çıkışlar. Buradan hiçbir şekilde görmeyin çıkışlar. Burası nereye gidiyor? Buradan Fenerbahçe çıkışlar. Bağdat Caddesi, Fenerbahçe çıkışı. Metrobüse çıkış yok yani. Yok. Voilà, avant d'être arrêté par les passants, je disais que le principe de la non-contradiction, ce n'est qu'un résultat. Résultat de quoi? Bien sûr, pour passer vite, résultat de la sédimentation et accumulation des expériences, je dirais, en pâturage de l'humanité, ou, selon vos désirs, un cadeau divin. Alors, prenons première action et continuons par là. Comme sédimentation et accumulation d'une certaine culture. Je vais ajouter une troisième alternative ou proposition. Ça peut être une petite jeu joué par la nature à nous. Grande question. Un petit jeu. Rappelons ce qu'a dit Jean-Jacques Rousseau. Il y a eu des siècles et millénaires qui ont dû passer pour qu'une petite invention humaine, on ne dirait pas une idée, une petite idée, mais il s'agit de l'idée quand même, une petite invention artefacturelle, artisanale, quelque chose de factuel, qui devient constant, qui gagne une certaine récurrence, répétition, itérabilité, voire l'universalisation au-delà de l'espoir de la vie de cette personne qui n'était pas encore une personne, qu'on appelle Dasein, c'est-à-dire non pas l'homme, mais ce qui était là. Quand je dis là, je ne vais pas me répéter, ce qui investit un lieu qui fait le sien. Voilà le résultat comme principe de la non-contradiction, comme un principe pour nous très simple, principe d'économie. C'est-à-dire, pour ne pas embrouiller les choses et pour ne pas s'embrouiller, il faut choisir un chemin entre un point connu et l'autre point inconnu, supposé connu, le plus court chemin, nous savons maintenant qu'il s'agit d'une ligne droite. Mais comment on ne sait que la présence réelle, je dirais, comme George Steiner, que je respecte quand même,
malgré Derrida. Alors, je disais que on parle de la géométrie, hein, très simple. On connaît un point, nous sommes dans ce point. On suppose l'autre point, c'est-à-dire notre lieu de destination. Je ne dirais pas l'arrivée parce qu'il n'y a pas encore arrivance. Alors, on veut aller quelque part. Mais si on va n'importe où, c'est bien. C'est ça, quand je dis pâturage, c'est ça, l'expérience au sens fort du terme implique plein de fautes, essais, exquises, pensées, petites pensées. Voilà. J'avais promis pas commencer par l'éternel retour. Eh bien, il s'agit presque ça, c'est-à-dire, imaginez, on fait l'acte, passer à l'acte, donc prendre ce chemin le plus court. Supposons qu'il s'agit d'une ligne droite, dans la nature, il n'y en a pas. On fait une courbure et on atteint à ce résultat et on a réussi. Donc, gagnant. Une partie est gagnée. Je ne dis pas gagnant-gagnant. On ne connaît pas l'autre partie, ce qu'on a perdu. C'est-à-dire ce qu'on a pu passer et ce qui pourrait nous détourner de notre chemin initial. Comme il n'y en a pas initial, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que le principe de non-contradiction, c'est un principe résultat et qui est gagné, je dirais par hasard, par fortune, par tout que je respecte bien, mais ce n'est qu'une pensée de la finitude. Géométrie, à mon avis, c'est une science de la finitude. C'est-à-dire, voyons qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière ceci, devant cela. Voyons un peu, c'est ça, finitude. Ouvrir les yeux humainement et c'est de schématiser. Alors, éternel retour. Prenons très sérieux le principe de non-contradiction et admettons qu'il s'agit d'un résultat brillant des expériences de l'humanité, comme les autres catégories aristotéliciennes, résultat d'une expérience langagière, il ne faut pas dire sans précédent, avec tous ces précédents importantes. Compte rendu, toute la philosophie aristotélicienne, y compris platonicienne, il ne s'agit qu'un compte rendu, c'est-à-dire une certaine comptabilisation. Avant d'être philosophes, oui, ils sont philosophes parce qu'ils ne connaissent pas le sophone, mais ils aiment le sophone, donc ils comptabilisent. C'est ça la philosophie. L'histoire de la philosophie aujourd'hui aussi, c'est se faire comptable. Comptable au sens économique, financier, quotidien, arithmétique. Énumération plus ou moins significatif.
Alors, on a gagné, mais où on est arrivé et qu'est-ce qu'on a perdu? Finalement, on n'a rien perdu parce que tout ce qu'on n'a pas essayé, c'est-à-dire tout ce qu'on a déjà essayé et qu'on continue d'essayer et s'essayer, n'a pas cessé ni son existence, ni sa possibilité, ni son impossibilité, comme la mort, le danger, péril, exténuation. Pour l'instant, ici, dans cette description, il n'y a aucune catégorie morale. On avance logiquement et on fait une comptable en ce qui concerne ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. On a beaucoup gagné et on a beaucoup perdu. Et mon troisième hypothèse, c'était si la nature nous avait fait un petit jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un jeu, la nature. La nature, autant que nous sachions, ne joue pas. Elle a des droits, elle a des lois draconiennes, drastiques. Mais parfois, elle peut jouer quand même. On peut la supposer. En ce qui concerne nous, en tout cas, c'est-à-dire notre représentation. Et cette nature qui a joué son jeu, c'est-à-dire son jeu à un homme qui est presque improbable et qui est réalisé, conservation, je ne dirais pas de notre espèce parce qu'il n'y en a pas encore une espèce. Il n'y avait pas encore une espèce. Donc il faut concéder à Nietzsche et dire puissance, fort, conservation du plus fort. Non pas conservation de l'espèce, mais conservation de la puissance. Allons un peu plus loin avec Nietzsche, parce qu'il lui, il explique état de la nature comme une constance de l'énergie. À mon avis, en faisant référence à la physique et chimie de l'époque, c'est-à-dire à Lavoisier. La loi de Lavoisier formulait ceci: toute énergie ou force qui entre dans un processus chimique sort de manière indemne, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une perte d'énergie au plan métaphysique ou ontologique de la physique. Alors, où est passé ce qu'on nous avons perdu? Où sont ceux qu'on a perdus? Ben, ils sont là. Parce que la loi draconienne dit que aucune énergie ne peut disparaître. S'il y a une force, ça se transforme et ça se déplace, ça se transfigure, ça se transforme, ça se métamorphose, mais ça ne disparaît jamais. Rien ne disparaît et de rien
rien n'apparaît. Ontologiquement, non pas humainement. Pour nous, les choses gagnées, perdues, apparaissent, disparaissent, etc. C'est pour nous. Mais pour l'ontologie, pour la métaphysique et pour la physique, rien ne disparaît. Revenons à notre petite interrogation concernant éternel retour. Alors, comme rien ne disparaît et tout est là depuis l'éternité et tout restera là, mais tout change, alors qu'est-ce qu'on fait? On pense. On cristallise des petites pensées comme principe de non-contradiction ou n'importe quelle loi physique, et on se contente de cela parce que ça marche. La nature nous a fait son petit jeu, le plus puissant a gagné. Les faibles ont perdu. Mais où sont les faibles? Ils sont là. C'est-à-dire que le plus fort est également le plus faible. Là, il faut conclure que, avec Nietzsche, d'abord, éternel retour, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas se débarrasser, ça reste ici, dans l'immanence, qui joue comme une transcendance. C'est un jeu de cache-cache héraclétien. Une petite dialectique qui fait bouger les choses. Et éternel retour, c'est pas que le même revient, et à la fois le même qui revient, c'est-à-dire ce qu'on a perdu en gagnant revient devant nous comme question à penser. Tout ce qu'on a gagné, par exemple, comme principe de non-contradiction ou constance de l'énergie, nous pose son énigme qui fait repenser la pensée qui était déjà y pensait. Je dirais que, Nietzsche dit très obscurement et à la fois très clairement que éternel retour, c'est la pensée de la pensée. C'est-à-dire que nous ne pensons, chaque fois que nous ne pensons pas, dans notre pensée, plus clairement, ce qui nous fait penser, nous ne le pensons pas. Nous pensons tout, et nous arrivons à un résultat, la loi naturelle ou quelque chose d'autre, la loi logique. Et comme nous n'arrivons pas à penser, ce qui nous fait penser justement cette pensée, ça revient, ça va revenir comme question, comme aliénation, comme non-pensée. Donc, nous serons, autant que nous serons dans l'état de pensée, nous serons dans une constance d'impensée, de la pensée. C'est ça l'éternel retour. S'il s'agissait simplement d'expliquer cela qui est trop simple. On peut conclure, tirer des leçons morales
Rien qu'on appelle bien n'est bien en soi, rien qu'on appelle mal n'est mal en soi. C'est une sorte de stoïcisme qui rend compte du tout qu'on n'a pas accès. C'est-à-dire cette grande hypothèse de constance d'énergie, là, les énergies partielles qu'on appelle élan vital ou la vie organique jouent là-dedans, s'investissent, se configurent et laissent leur place. Même après avoir pensé, et à plus forte raison, parce qu'ils ont pensé, ils laissent un dégât. J'avais dit pâturage, c'est ça. Pâturage, c'est à la fois un héritage, à la fois une donation, à la fois tout ce qu'on n'a pas demandé, ce qu'on a trouvé, et tout ce qu'on a produit est laissé comme héritage, qui agit comme un fatum. C'est Nietzsche qui disait fatum, spirituel, héritage. C'est ça que je voulais expliquer ou signaler simplement.